Bonjour tout le monde et bienvenue à Politiquement parlant avec Salim Idrissi et Georges Tsantrizos. Merci encore une fois d'être là. On vous rappelle que vous pouvez aller vous abonner sur notre chaîne YouTube. On sait que vous ne l'avez pas fait parce qu'on a juste un abonné. donc faites-nous la faveur, s'il vous plaît. Allez-y, vous abonner sur notre chaîne YouTube. On essaie de grandir la communauté. Ça va nous aider, évidemment, à avoir des meilleures discussions et des échanges. C'est quelque chose qu'on veut, évidemment. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et sur Twitter. Et that's it. Sur les autres balados, c'est-à-dire Spotify. Sur les plateformes audio, évidemment. On est sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, dans toutes les plateformes principales audio. Donc, allez nous suivre. On a eu quand même des commentaires sur le premier épisode. Ça fait chaud au cœur un peu de voir que les gens ont apprécié puis ils ont pris le temps d'échanger avec nous. Ben oui, et écoute, c'est un peu comme ce que je te disais un peu plus tôt ce matin. J'ai reçu plusieurs messages textes, des inbox sur Facebook, etc. Puis, je pense que le premier épisode n'était pas si mal. J'imagine qu'on va s'améliorer avec la pratique, etc. Mais non, mais c'est surtout très important parce qu'on aime faire ça. Et on le fait sans prétention. Alors, je suis bien content qu'il y ait quelques personnes qui ont aimé ça et on espère qu'ils vont à la fois nous suivre sur les différentes plateformes et à la fois partager sur leurs réseaux sociaux et avec leurs amis et connaissances qui sont intéressés par les sujets qu'on discute. Exactement. Puis si en passant, vous voulez nous envoyer un message ou des thèmes que vous voulez qu'on aborde ou des discussions que vous voulez avoir, vous pouvez nous envoyer un courriel baladopolitique@gmail.com, c'est ça? Exactement. Baladopolitique, c'est ça. Donc, baladopolitique@gmail.com, envoyez-nous des messages, on va les lire, puis ça va nous faire plaisir de voir les thèmes que vous voulez qu'on aborde, s'il y a quelque chose qui vous intéresse plus particulièrement. On va commencer parce que ça a l'air que la saga à Ottawa avec l'ingérence chinoise, ça avance toujours. C'est pas quelque chose qui nous prend par surprise parce que même la semaine passée, durant le premier épisode, on a dit que c'est normal. Il y a eu de l'information qui a été coulée aux médias, puis les médias, ils laissent ça à chaque semaine. Il y a des petits bouts qui nous donnent comme des petits cadeaux. Si vous n'avez pas entendu le premier épisode, si vous ne savez pas de quoi on parle, retournez en arrière, regardez cette vidéo-là. On parle spécifiquement d'un député libéral. Puis je me rappelle, la semaine passée, on ne pouvait pas se rappeler de son nom. Son nom, c'est Han Dong. Puis, il est élu à Ontario, dans la province d'Ontario. Oui, dans le comté de Don Valley North, à Toronto, dans le fond. Exactement. Puis, le thème la semaine passée, selon les informations qui ont été coulées dans les médias, donc on parle de Global News puis de The Globe and Mail, c'était au sujet d'une investiture ouverte où le corps diplomatique chinois à Toronto a aidé à ce que ce candidat sortant ait la nomination pour l'élection 2019. Donc, il paraît qu'ils ont aidé pas mal de candidats de cette façon-là. Ça a bouleversé toute la colline à Ottawa. Puis là, hier, on apprend quelque chose de majeur, beaucoup plus important. Oui, Global News qui nous a appris en fin de journée hier que ce député-là aurait, je conjugue au bon temps, aurait eu une discussion avec le consul chinois à Toronto et qu'il lui suggérait fortement de retarder la libération de nos deux concitoyens, Michael Spavor, je crois. Et, les deux Michael. Ouais, les deux Michael. On les connaît plus par les deux Michael. Excuse-moi, moi, les noms de famille, parfois, ça m'échappe. Et donc, ça, c'est quand même gros. Là. Ça, c'est quand même très gros. Je ne sais pas si c'est vrai. On lui donne le bénéfice du doute. On est dans un état de droit. Mais l'allégation est suffisamment importante, provenant de sources anonymes, mais de sources néanmoins sécuritaires canadiennes.
ça fait en sorte que l'allégation est suffisamment grande pour qu'on lui ait demandé de se retirer ou qu'il se retirait lui-même. Mais je pense qu'on lui a demandé de se retirer. Oui, on sait comment ça fonctionne, ces choses-là. Tu sais, on l'approche, on nous dit, regarde, retire-toi, sinon on va le faire pour toi. Puis ça paraît jamais bien comme ça. Mais comme tu dis, c'est des allégations quand même sérieuses. Il s'est levé en chambre hier soir pour se retirer du caucus. Puis dans son discours, il a dit que c'est complètement faux, ces allégations-là. Il n'a rien fait de ça. Donc, comme tu dis, on lui donne le bénéfice du doute. C'est sûr qu'il doit avoir une enquête quelque part pour savoir qu'est-ce qui est arrivé. Moi, quand j'ai vu ça, c'est toi qui m'as envoyé le texto. J'ai tombé de ma chaise. Là, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que ce député-là rentre en conversation avec le corps diplomatique chinois, spécifiquement pour ce cas-là? Est-ce qu'il y avait l'autorisation du bureau du premier ministre? Oui, non. Puis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi le rapprochement qui existe avec cet individu et le corps diplomatique chinois au Canada? Moi, j'ai entendu son discours. C'est difficile à attendre. Tu sais, quelqu'un que, il est pris par des émotions. Et, c'est sûr qu'il aime son parti. Puis, il n'y a personne qui veut quitter le caucus, mais avec ce qui est tombé hier, t'as pas vraiment le choix. Moi, j'aimerais lui donner le bénéfice du doute. OK? Puis là, tout le monde critique le fait que c'est des sources anonymes. Mais juste pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, quand de telles allégations sont dans les journaux, il faut comprendre, ou au moins ce que je pense, c'est que les journaux, ils vont pas publier juste n'importe quoi, juste n'importe quelle information, surtout une qui est aussi importante que celle-là. Il faut savoir qu'il y a des équipes d'avocats, il y a tout un processus. Quand on parle d'ingérence politique de ce genre-là, c'est sûr et certain que des gros médias comme The Globe and Mail puis Global News, ils vont pas juste publier n'importe quoi. Moi, j'ai tendance à croire que les sources qu'ils ont sont légitimes, puis l'information est basée sur quelque chose de concret. Sinon, ils ne publieraient jamais ça. Et ça va être très important de voir comment cette histoire-là va prendre suite, parce que, qu'est-ce que tu fais pour parler de ce sujet-là? 2, est-ce que le premier ministre était au courant? Et de toute façon, même s'il n'était pas au courant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois, par rapport aux sources, je vais commencer par ça. Par rapport aux sources, bon, ces médias, qui sont des médias sérieux, rapportent que c'est des sources du SCRS, donc du Service canadien de sécurité. Ouais. Donc, je pense qu'ils les prennent assez au sérieux pour se dire, ben, si on a 2 sources du SCRS qui nous rapportent ces informations-là, c'est qu'elles sont vraies, ou à tout le moins, c'est sur ça qu'ils sont en train de travailler, et par conséquent, c'est d'intérêt public, on va le sortir. Donc, oui, maintenant de là à dire que parce que le SRS l'a dit sous couvert de l'anonymat, donc c'est vrai, sachant que, il faut le savoir, hein, dans le Code criminel du Canada, couler une information anonymement depuis le SRS ou une fuite policière ou des choses comme ça, c'est criminel. Donc, c'est quand même gros. Mais en même temps, j'entendais quelqu'un le dire à la radio, je ne sais plus trop qui, mais au Canada, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de fuite des services de sécurité nationale, etc. Donc, le fait qu'on l'ait maintenant, ça peut soulever certaines questions, ça c'est certain. Mais en même temps, l'argument qu'il utilise, c'est qu'il y avait tellement rien qui se passait au bureau du premier ministre, il y avait presque pas d'autre choix que de couler cette information pour justement l'intérêt des Canadiens et des Canadiennes. Je comprends que c'est illégal, c'est criminel, c'est secret, c'est l'information secrète. Absolument. Mais en même temps, quand c'est si sérieux que ça et le bureau du premier ministre ne fait rien, c'est pas tous les jours que les services de renseignement coulent des informations, comme tu dis. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de sérieux qui se passe au Canada pour qu'ils arrivent à un point tel qu'ils ont coulé l'information aux médias. Tout à fait, tout à fait. Et alors, évidemment, ça ne
comment dire, ça n'enlève rien au fait que de couler l'information est criminel. Cela dit, on est dans une société où les choses se font par équilibre et c'est sûr que s'il y a un déséquilibre entre l'information fournie au niveau politique et l'action politique qui est vraisemblablement absente, alors oui, ça peut mener à ce genre de coulage d'informations, si je peux appeler ça comme ça. Mais je veux juste revenir sur un élément, parce que tu disais, là, comment ça se fait que un député fédéral se retrouve à discuter de ce genre de choses-là avec le consul ou un représentant du corps diplomatique d'un pays étranger, quand bien même ce soit le pays de ses origines. Ça, c'est un élément sur lequel, bien honnêtement, au Canada, les services de renseignement et de sécurité doivent se pencher très sérieusement parce qu'on est quand même un pays, on reçoit énormément d'immigration, beaucoup de fiers Canadiens, de grands Canadiens sont originaires d'autres pays, etc. On a des diasporas qui sont plus ou moins bien organisées. Et à partir de ce moment-là, il faut s'assurer que les élus n'aient pas tous cette proximité avec des représentants diplomatiques d'un autre pays. Moi, j'ai vraiment beaucoup de misère avec ça. J'étais à l'origine, donc je suis proche des représentants des autres pays. Alors, quand c'est d'un point de vue... je ne sais pas, d'échanges, etc., c'est très bien. Je veux dire, il ne faut pas non plus sombrer dans l'autre extrême. Cela dit, c'est tout de même important de garder une certaine distance, d'autant plus que le cabinet du Premier ministre, le bureau du Premier ministre Trudeau disait que ce député-là n'avait aucun rôle à jouer dans la négociation et dans les discussions entourant la libération des deux Michael. Il n'a pas de rôle. Alors, à partir du moment où il n'a pas de rôle, il n'a quasiment même pas besoin de soulever cette question. Exact. Puis surtout, alors qu'on sait à quel point c'était délicat ce sujet-là. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur la proximité des membres du corps diplomatique. Et c'est quelque chose de normal, surtout dans les communautés où il y a ce rapprochement avec le corps diplomatique et les différentes communautés. Et il se peut fort bien que les représentants qui font partie de ce groupe communautaire ou ethnique d'origine diverse, disons, aient de relations avec le consulat. Il y a évidemment des activités qui se font et aussi de l'aide que plusieurs citoyens de ces origines diverses-là appellent les bureaux des députés, puis il y a ce lien qui se fait avec le consulat aussi. Donc ça, moi, je ne trouve pas que c'est un problème que le député aurait eu des relations proches avec le consulat. C'est sûr maintenant que à cause du problème et des liens un peu problématiques avec le Canada et la Chine, spécifiquement sur le cas des deux Michael, logiquement, un député d'origine chinoise aurait dû avoir le réflexe de dire, regarde, peut-être ça serait intelligent que je tire une ligne, exactement, puis que je dépasse pas certaines limites. Encore là, comme on a dit, on donne le bénéfice du doute que il n'a rien dit, puis ça s'est pas produit. Mais encore là, le fait que ces informations ont été coulées au fait qu'il a dit de suspendre la libération des deux Michael. Et la raison, c'est parce que ça aurait bénéficié les conservateurs. Ça me dérange. Je peux même pas le concevoir. C'est ridicule de savoir que peut-être ces personnes-là auraient pu être libérées plus tôt, mais à cause de... Je sais pas. Peut-être qu'on va trop loin. Je doute franchement que cet individu-là aurait eu le pouvoir de dire si oui ou non on devrait libérer les deux Michael plus tôt ou plus tard. Ça, je suis sûr qu'il n'y avait pas le pouvoir. Non, mais d'avoir ces discussions-là comme si tu peux changer quelque chose, you're oblivious, comme tu rêves en couleur. Puis lui-même a dit, et ça, c'est pas dans l'information qui a été coulée, mais le député lui-même a dit que oui, il y a eu une discussion avec le consul, mais jamais il n'a été question
de la libération des deux Michael. En fait, il a dit qu'il avait plutôt demandé la libération immédiate, mais encore une fois, d'abord, il n'avait pas ce mandat-là. Exact. Donc, c'est un mandat qu'il s'est donné. Il s'est donné... Pourquoi il s'est donné lui-même ce mandat-là? Parce qu'il se sentait assez proche de ce dignitaire étranger. Et tu vois, c'est exactement là le problème. Tu sais, tu disais qu'il fallait peut-être parfois se garder une distance. J'ai peut-être un peu trop exagéré en disant que les élus devraient peut-être pas être en contact avec le corps diplomatique. Effectivement, c'est peut-être un peu irréaliste, mais mon point surtout, c'est cette proximité-là. Cette proximité-là ne devrait pas exister entre un élu du Canada, quelle que soit son origine, avec des dignitaires étrangers, parce que justement, ça pousse à ce genre de choses. Ça pousse à, par exemple, l'ingérence par rapport à l'investiture dont tu parlais un peu plus tôt. L'investiture, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé, ou tout du moins, qu'est-ce qu'on dit qui s'est passé, c'est que le consulat chinois a quasiment organisé cette investiture-là, ou organisé la victoire de ce candidat-là, en s'assurant auprès d'un peu tous les personnes d'origine chinoise enregistrées au consulat de prendre leur carte de membre et puis d'aller voter pour ce candidat-là à l'investiture pour qu'il devienne le candidat du PLC dans cette circonscription-là. On veut éviter... Alors, pour éviter ça, oui, on veut éviter ça. Alors, mais pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut se garder une certaine distance, parce que sinon, un consulat n'agirait jamais dans des circonstances pareilles. Mais l'expérience que moi, j'ai eue avec le corps diplomatique, premièrement, eux-mêmes, ils savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Exactement. Je me rappelle qu'on les invitait dans des brunchs. Évidemment, le brunch est associé au parti, puis ils ne venaient pas au brunch. Nous, on envoyait l'invitation parce que c'est correct, c'est un événement ouvert à tous. Mais eux autres, par eux-mêmes, ils refusaient de venir parce qu'ils savaient ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, la question maintenant, dans le consulat chinois, comment ils ont cru que, garde, on va... C'est de l'ingérence, pure et simple. Moi, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Parce que là, je pense qu'il y a tellement de pression. Je crois fortement que Justin Trudeau il est coincé, puis il n'y aura pas de choix que de créer une commission publique indépendante. Tu peux pas. Il y a tellement d'affaires maintenant, c'est sorti. Puis n'oublions pas une autre chose, il y a quelques jours, quand toute cette histoire-là a commencé, Justin Trudeau est venu à la défense de son député. Puis hier, avec ces informations-là, ben, ils ont dit que nous, on vient tout juste de l'apprendre avec la sortie des nouvelles. Ouais. OK. Vous ne le saviez pas. Mais là, maintenant que vous le saviez, là, est-ce qu'on peut s'attendre que c'est beaucoup plus sérieux que peut-être vous auriez cru 1, 2, 3 mois, 1 an, 2 ans? Donc, je sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais la pression est très forte à Ottawa. On a discuté ça de la semaine passée. Je pense que la seule solution serait une commission publique indépendante. La question à laquelle je pensais beaucoup, c'est que si maintenant ce député si le député maintenant amène en cours, il poursuit les journaux pour diffamation ou whatever, OK? Est-ce que tu penses que les journaux, à cause que on s'en va en cours, est-ce que tu penses qu'ils continueraient à émettre cette information-là ou à cause que maintenant on est poursuivi? Tu sais, des fois, ça arrive, on ne peut pas divulguer des informations parce qu'on s'en va en cours. Bon, là, ça a été l'objet d'un long débat dans les dernières années, particulièrement ici au Québec, sur la question des sources journalistiques. D'ailleurs, si je ne m'abuse, il y a même quelque chose qui est encore en cours en ce moment. C'est sûr qu'un journaliste ne peut pas divulguer ses sources. Moi, je pense que les journaux, les médias vont continuer d'informer le public en fonction des informations qu'ils vont recevoir. Évidemment, voir si ce sont des informations qui sont crédibles, voir si les sources sont crédibles, etc. Là, comme ce que je le disais tantôt, dans le cas du Globe and Mail ou même de Global News, à partir du moment où l'information, ils la reçoivent de quelqu'un qui est reconnu comme étant
faisant partie du SCRS, ils se disent, bon, ben, je pense pas que quelqu'un du SCRS va venir me donner une information, sachant que la coulée, cette information est criminelle et qu'elle ne soit pas vraie. Donc, ils considèrent qu'ils peuvent la rendre publique. Surtout qu'on parle d'ici de 2 sources. Puis je pense que dans les pratiques journalistiques, généralement, c'est à partir du moment où on a au moins 2 sources fiables ou jugées fiables, on peut sortir une information. Donc, c'est ça. Moi, je pense que Justin Trudeau est dans le trouble. Personnellement, je ne sais pas comment il va s'en sortir de ça, là. Mais c'est très sérieux. Puis tout indique que, mais évidemment, on le sait, selon les informations qui sont sorties, qu'il était au courant, puis c'est purement de la négligence. Au courant pour l'investiture? Oui. Ouais. Ben, écoute, l'avenir nous le dira, mais c'est sûr que, tu sais, la semaine dernière, je te disais, c'était mieux de déclencher une enquête publique plutôt que d'être contraint à la déclencher. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on se dirige doucement, mais sûrement vers une enquête publique, mais plutôt que le gouvernement ait pris le leadership et avoir été proactif à la déclencher, là, on va se retrouver dans une situation où le gouvernement a été contraint de le faire. L'autre chose que je pensais, puis on va finir avec ça sur ce sujet-là, assumons que le député n'a rien fait de mal. Ouais. Okay? Toutes ces informations ont sorti, évidemment, ça montre ce député-là de façon négative, puis là, il a été forcé de quitter le caucus, et je pensais que, hypothétiquement, si le gars n'a rien fait, tu sais, quand on parle que la politique, c'est un sport extrême, puis, tu sais, c'est... De terminer ta carrière de cette façon-là, que ton nom soit ruiné, que tu sois éjecté du caucus, c'est pas beau. Non. Ah non, c'est sûr, c'est pas beau. T'imagines des années d'implication civique couronnées par une élection, le fait de faire partie d'un caucus au Parlement, d'être un élu canadien, et en plus du caucus qui est actuellement au gouvernement, donc c'est quand même pas rien. C'est sûr que c'est un peu sortir un peu par la petite porte, mais encore une fois, bénéfice du doute, on est dans un état de droit, on respecte ça, on a le droit d'avoir nos doutes, par exemple. On a le droit, les citoyens ont le droit aussi de penser ce qu'ils veulent penser. Mais quoi qu'il en soit, le gars, on l'a déjà jugé, tu comprends? C'est ça l'affaire. Sur la place publique, c'est fini. C'est fini, ouais. Mais non, c'est sûr, c'est certain. Puis, encore une fois, je le disais la semaine dernière, en anglais, on dit « perception is reality ». On est encore dans ce cas de figure-là. Donc, exact. All right. Passons maintenant à une importante visite au Canada. Oui. Le président des États-Unis, première visite officielle au Canada depuis son élection comme président, parce qu'il était déjà venu quand il était vice-président. Exactement. Au Canada, mais là, c'est sa première visite officielle. Puis là, évidemment, sûrement, selon la tradition, ces visites-là arrivent beaucoup plus rapidement. Évidemment, il y a eu la COVID puis tout ça, donc ça s'est pas produit, mais là, il arrive, puis il arrive ce soir. Demain, c'est toute une affaire. Il va parler au Parlement. Il va rencontrer aussi le chef de l'opposition, le gouverneur général. Donc, c'est toute l'affaire, la grosse affaire à Ottawa. Qu'est-ce qui va sortir de cette rencontre-là? Et pourquoi qu'il vient? C'est sûr qu'il vient, c'est en visite officielle, mais il y a quelque chose. Il y a toujours un but à ces rencontres-là. Ben, tu sais, George, traditionnellement, à chaque fois qu'un président américain a été élu, il est venu, sa première visite à l'extérieur du sol américain, c'était pour venir... C'est toujours au Canada. Au Canada, à Ottawa. Ça a été le cas de plusieurs présidents.
Je pense que celui qui avait brisé cette tradition-là, c'était George W. Bush, qui était allé, je pense... Mais Donald Trump aussi, je pense pas qu'il est Mais venu au Canada. non, mais c'est ça, mais celui qui a brisé la tradition. Donc, c'était George W. Bush, qui était d'ailleurs d'abord allé au Mexique. Puis par la suite, avec l'opposition à la guerre en Irak, je pense que ça ne l'intéressait même pas d'aller au Canada. Je pense qu'il n'est jamais venu. George Bush, il est venu par la suite, une fois qu'il n'était plus président, il y avait une conférence à la Chambre de commerce. Puis par la suite, il y a eu Barack Obama, qui n'a pas fait sa première visite au Canada, mais qui est quand même venu manger une queue de castor au marché Bay à Ottawa. Ça a duré juste quelques heures. À l'époque, c'était Stephen Harper qui était premier ministre. Premier ministre conservateur, beaucoup plus proche des républicains de la droite dure américaine. Mais néanmoins, Obama était si populaire au Canada que de s'afficher à côté d'Obama, c'était une très bonne chose. Mm-hmm. Alors, mais avant de rentrer dans le détail de cette rencontre-là entre le président américain et Justin Trudeau, je souris parce que tu as fait mention du fait que il vient visiter le Parlement, il va faire un discours, il va rencontrer le chef de l'opposition, il va rencontrer le gouverneur général. C'est drôle. J'attends avec impatience de voir la poignée de main entre Pierre Poilievre et Joe Biden. Parce que s'il y a bien des personnes qui sont diamétralement opposées, c'est bien eux autres. Mais moi, j'aime croire que même à ça, il y a quand même un respect. C'est une visite officielle d'un président. Je pense que ça va être fait correctement. Je doute pas qu'il y a un respect commun, même si, idéologiquement, il ne pouvait pas être plus opposé. C'est quand même le président des Non, absolument. Puis là, regarde, je dis ça à la blague, mais tu sais, Pierre Poilievre est sans doute quelqu'un qui a les bonnes manières, les bonnes façons de faire, etc. Je doute pas de ça. Puis et puis, à the end of the day, on est quand même Canadiens, donc on est quand même des gens qui avons du savoir-vivre et savons comment fonctionner avec des invités étrangers, surtout si c'est le président des États-Unis. Mais il reste que, attention, la base de Pierre Poilievre au Parti conservateur est une base anti-Biden, anti-démocrate d'une manière générale, anti-Biden. Mais bon, ça va faire l'objet peut-être d'une autre discussion. Mais non, mais ça me faisait sourire, puis je voulais le mentionner, j'ai hâte à ça. Mais je pense qu'il y a plusieurs sujets hyper importants qui vont être abordés entre Justin Trudeau et Joe Biden. On a beaucoup entendu parler, bien sûr, du chemin Roxham. Mm-hmm. Il y a de la pression, d'ailleurs, provenant de Québec. Du Québec, mais visiblement pas juste du Québec, parce que maintenant, même les municipalités de Cornwall, municipalités, je pense, de Niagara, etc., ils veulent aussi discuter de ça. Puis Justin Trudeau a laissé entendre qu'il pourrait peut-être, potentiellement, y avoir une annonce à ce sujet. Je ne sais pas trop quoi. Moi, si j'avais été lui, j'aurais peut-être pas dit ça parce que ça monte les attentes et que peut-être que finalement, ça sera pas ça sera pas ce qui est attendu, ce qui sera annoncé. Mais en tout cas, on va voir ça. Autre sujet extrêmement important qui va être discuté entre Justin Trudeau et Joe Biden, ça va être les questions de sécurité nationale. Mm-hmm. Bon, bien sûr, c'est une visite qui fait suite aussi aux épisodes des ballons qui ont survolé l'Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis, qui ont été abattus par des F-16 américains. Des ballons chinois, dois-je rappeler. Évidemment, avec les questions d'ingérence chinoise dans les questions, dans les institutions démocratiques du Canada, c'est sûr que c'est des choses qui vont être discutées parce que, oublie pas, pour Joe Biden, le Canada, c'est un partenaire fiable. Alors, lorsque ce genre de choses arrivent au Canada, il se pose sans doute des questions. Sécurité nationale, évidemment, alors bien sûr, c'est à l'intérieur des frontières, mais c'est aussi à l'extérieur des frontières. Le financement militaire du Canada est en dessous des 2% que réclame l'OTAN. Mm-hmm. Et ça fait en sorte que les États-Unis ne nous voient pas comme un partenaire sérieux au niveau de la défense nationale. Ouais, mais ça, il y avait beaucoup plus de pression de Trump
que de Biden, je pense. Tu as raison. Ouais. Tu as tout à fait raison. Ça a été d'ailleurs l'un des arguments de Trump au moment où il voulait forcer la renégociation de l'ALENA. Parce que n'oublions pas aussi que récemment, le Canada est rentré à nouveau dans la discussion de renouveler leur participation dans le système NORAD aussi. Absolument. Donc ça, c'est déjà quelque chose avec les États-Unis. Oui, absolument, absolument. On parle de près de 5 milliards sur 6 ans. C'est quand même pas mal. C'est de l'argent, ça c'est certain. Bon, il reste néanmoins que il y a vraiment pas longtemps, là, je pense qu'il y a une semaine ou 10 jours de ça, Joe Biden a reçu à San Diego le premier ministre britannique. Et le premier ministre australien. Et le premier ministre. C'est l'entente AUKUS sous laquelle l'Australie bénéficie de sous-marins nucléaires. Il y avait plein de points d'interrogation. Comment ça se fait que le Canada n'est pas là? Ben oui, non mais exactement. Mais alors, on peut se poser la question, d'autant plus que la Grande-Bretagne est là. La Grande-Bretagne n'est pas dans le Pacifique, là, normalement. Là, donc, alors, il y a quelque chose. On a un intérêt géostratégique, à la limite, j'ai envie de dire, aussi important, si ce n'est plus important encore que la Grande-Bretagne. Et on n'est pas là. Mais la raison, George, à mon avis, est toute simple. C'est que d'un point de vue militaire, d'un point de vue de sécurité, on n'est pas perçu par les Américains comme de bons joueurs. On est à 1,27% de notre PIB qui va dans le financement de la défense, lorsque le strict minimum requis pour faire partie de l'OTAN, on fait partie de l'OTAN, et ben ce strict minimum-là, c'est 2%. Ouais. Et je crois qu'à un moment où... Enfin, en tout cas, cette période-ci qu'on vit, qui est particulière, une période où il y a des enjeux dans le Pacifique, il y a des enjeux dans le Nord, dans le cercle arctique canadien, que ce soit en lien avec la Chine ou avec la Russie, je pense que de monter ce financement-là au minimum requis, qui est 2%, c'est incontournable. Là, il y a plusieurs analystes que j'ai suivis qui parlent aussi de l'Haïti. Oui, exact. Les États-Unis, ils mettent beaucoup de pression pour que le Canada rentre avec eux dans une opération militaire en Haïti. Le Canada, il ne veut pas. Est-ce que tu penses qu'il y aura un give and take avec les autres choses pour que le Canada participe dans une intervention en Haïti? C'est très possible. C'est effectivement très possible. Le Canada, en fait, c'est pas qu'il veut pas agir en Haïti. Il veut agir en Haïti, mais plus... C'est-à-dire, pas militairement. Ouais. Il veut aider le gouvernement haïtien en place à se sortir d'affaires. Mais on s'entend, c'est plutôt compliqué, particulièrement en ce moment. Et les Américains qui ont plusieurs chats à fouetter en ce moment souhaiteraient que le Canada prenne un leadership, envoie son armée là-bas, former la police, etc. Un peu dans la manière qui avait été faite en Afghanistan. Hein. Le Canada avait énormément participé à la formation des forces de l'ordre afghans, etc. Bon, avec le succès qu'on connaît, hein, mais ça, c'est une autre histoire. L'Ukraine serait évidemment dans la discussion certainement, mais là, je ne sais pas s'il y a quelque chose à reprocher au Canada au niveau de l'Ukraine. Je pense que le Canada a fait preuve d'une collaboration quand même exemplaire avec l'Alliance qui s'est formée avec plein d'autres pays de l'Occident sur l'aide militaire envers l'Ukraine. Je ne sais pas quoi d'autre ils pourraient discuter concernant l'Ukraine. Aussi, on a vu l'expansion de l'OTAN, que finalement la Turquie semble vouloir accepter les 2 nouveaux pays. Donc ça va bien dans ce front-là aussi. Mais oui, moi c'est justement ça que je pensais aussi, tu sais, parce que c'est correct, c'est une visite historique, comme tu disais, mais il y a toujours un petit give and take. Il y a toujours qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce qu'on va faire. Je pense que le chemin Roxham risque de rentrer dans cette formule-là. Ben ça, assurément. Ça, c'est certain. Là, c'est une question de voir comment les Américains vont agir ou réagir au fait que le Canada veut
absolument revoir l'entente sur les tiers pays sûrs. Et ça, c'est pas gagné d'avance. C'est pour ça que je disais tantôt qu'avoir été Justin Trudeau, à moins qu'il sache vraiment de quoi il parle, j'imagine, c'est quand même le premier ministre du Canada, mais je ne montrais pas trop les attentes. Il faut voir. Chose certaine, c'est que les oppositions à Ottawa, que ce soit les conservateurs ou même les bloquistes, regardent ça avec énormément d'attention. Parce que il y a une chose que Pierre Poilievre a dite. Je ne suis pas souvent d'accord avec Pierre Poilievre, je dois l'avouer. Mais là-dessus, il a un point. La fermeture du chemin Roxham, ce n'est pas aux Américains de le faire. Ben non, certainement. C'est aux Canadiens de le faire, c'est au gouvernement du Canada de le faire. Et c'est quelque chose qui aurait dû déjà être fait et qui malheureusement n'est pas fait. Donc là, on essaye de trouver une porte de sortie différente par la révision de l'entente sur les tiers pays sûrs. Cela dit, pour reprendre une expression qu'utilisait souvent Denis Coderre lorsqu'il était à la mairie de Montréal, on peut quand même marcher et mâcher de la gomme en même temps. Donc je ne vois pas pourquoi l'avenir de Roxham devait nécessairement passer par la révision de l'entente des tiers pays sûrs. Moi, je pense que les deux peuvent se faire. La fermeture de Roxham et la révision de cette entente. Mais pourquoi il y a cet entêtement de ne pas fermer Roxham? C'est quoi l'affaire? Moi, j'ai jamais compris ça. Alors, il y en a certains qui disent que tu fermes Roxham, tu vas en ouvrir 3-4 autres ailleurs au Canada. C'est l'une des, ou si ce n'est la plus longue frontière terrestre au monde. Écoute, oui, peut-être, mais Roxham, le chemin Roxham, est rendu mondialement connu. Il y a des gens dans des pays lointains qui, d'une manière ou d'une autre, se rendent aux États-Unis, soit légalement par des visas de touristes, soit à travers la frontière mexicaine, et qui s'arrangent pour se rendre jusqu'au chemin Roxham, parce qu'ils se disent « Ah, il y a une entrée vers le Canada, on rentre là, puis on déclare on demande l'asile politique, et voilà, on rentre dans le système. » Alors, don't get me wrong, hein, je suis très favorable à ce que le Canada fasse une part importante dans l'accueil de réfugiés politiques et autres. C'est tout à fait normal. De toutes les manières, le Canada reçoit des centaines de milliers de personnes par année. Et tant qu'à faire, si on peut faire en sorte que des personnes en danger soient ces nouveaux Canadiens ou ces futurs Canadiens, c'est une très bonne chose. Hein. C'est pas moi qui suis contre ça, loin de là. Moi, ce qui m'ennuie avec Roxham, c'est deux choses. Un, une question de sécurité du territoire. Mm-hmm. On ne rentre pas par Roxham juste comme ça, là, ça n'a pas de bon sens. Ouais. D'abord, il y a ça. Et ensuite, c'est l'intégrité du système d'immigration. Parce que oui, il y a des gens qui essayent de passer devant tous ceux qui demandent à immigrer au Canada de manière normale, légale, et qui se disent, tiens, on va passer par là. Et en fait, j'ai dit deux choses qui me dérangeaient, mais en fait, c'est trois. Parce que la troisième chose, c'est qu'il y a des gens qui se prennent pour des réfugiés politiques, ce qu'ils ne sont pas, et qui, quelque part, prennent la place de vrais réfugiés politiques. Exact. Donc, voilà, c'est un peu tout ça. Ça va être intéressant. C'est sûr que dernièrement, selon ce qu'on voit, puis selon ce qu'on lit, Joe Biden, il n'a pas trop l'air d'être à 100% non plus. Moi, à chaque fois que je le vois, je suis très curieux de voir comment il réagit, son attention. I don't know. Ça risque d'être quelque chose. Là, Écoute, je sais pas quoi te dire. En tout cas, il a l'air de penser qu'il est assez en forme pour briguer un deuxième mandat de président des États-Unis. Ça, je le doute. Ouais, peut-être. Écoute, honnêtement, c'est difficile à dire. Cela dit, Biden avait pendant longtemps, hein, les gens ne le prenaient pas trop au sérieux. Hein, c'était un peu le Joker de la gang, etc. Là, mais si on regarde froidement un petit peu son parcours,
c'est quand même quelqu'un qui a une expérience politique exceptionnelle. Mm-hmm. Le fait qu'il soit arrivé président des États-Unis, je pense pas qu'il avait espéré ça à un moment donné, là, ou en tout cas qu'il pensait qu'il en serait proche à un moment donné, mais il a une feuille de route exceptionnelle, hein, comme membre du Congrès, puis tous les postes qu'il a occupés jusqu'à devenir vice-président des États-Unis, qui devait être le sommet de sa carrière. Il pensait pas lui-même devenir, surtout à son âge, président des États-Unis. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très révélatrice là-dedans, très révélatrice, et qui d'ailleurs pourrait potentiellement un jour toucher le Canada. C'est qu'après avoir eu certains leaders plus jeunes, charismatiques, etc., un peu comme Obama aux États-Unis ou Trudeau au Canada, jeune, énergique, etc. On n'aime pas Obama ou Trudeau, peu importe, là, mais l'image qu'ils ont. C'est pas impossible qu'on se retrouve avec un électorat qui recherche des personnes d'un âge plus mature. Donc, voilà. Réalisant, par exemple, que les plus jeunes sont inaptes à faire leur travail? Non, c'est pas ce que je veux dire. Puis non, au contraire. Moi, je crois dans le dynamisme et comment dire, et l'énergie que peuvent mettre de jeunes leaders, etc. Non, je pense que c'est juste... en tout cas, on peut voir ça... ça s'est déjà observé ailleurs dans le monde aussi, etc., où il y a une espèce de tendance à revenir vers des élus ou des leaders un peu plus expérimentés, etc. Ça ne veut pas dire que les plus jeunes ne sont pas bons, mais il y a quelque chose de rassurant parfois chez une population que de se fier à un leader plus expérimenté. Passons au dernier sujet. C'était la semaine du budget à Québec. Toi, tu as déjà vécu ça de près, sur la colline, le budget. Moi, rarement, je pense juste 1 ou 2 fois, j'ai monté à Québec. C'était pas quelque chose qui m'excitait, honnêtement. Tellement de stress cette journée-là, tout le monde court partout, plein de préparatifs, plein d'affaires, des lignes à préparer, plein d'autres choses. J'aimais pas cette journée-là, moi. La lecture du budget, puis toute cette semaine-là, ça faisait pas quelque chose de spécial pour moi. Bien que pour plusieurs autres, c'était comme l'affaire la plus excitante de l'année. Là. Wouhou, budget! T'sais, ils préparaient ça en avance, ils bookaient leur place dans les tribunes. C'est toute une affaire. 2-3 jours à Québec, les hôtels, puis tout ça. Juste avant qu'on rentre dans le budget, toi, comme attaché politique, ton expérience de cette journée-là, comme conseiller politique sur la colline le jour du budget. Écoute, tu vas peut-être me trouver plate, mais moi, j'aimais ça. J'aimais ça. Bon, d'abord, je dois mentionner, j'ai jamais travaillé comme conseiller politique pour un... En fait, oui, j'ai travaillé pour un ministre des Finances, mais pas en sa qualité de ministre des Finances. Donc, j'étais pas pleinement, partie prenante de la préparation d'un budget. Par contre, forcément, avoir travaillé pour plusieurs ministres du gouvernement du Québec faisait en sorte que, oui, ce qu'il y avait dans le budget concernait aussi mes patrons. Et écoute, je vais te dire, honnêtement... l'espèce de fébrilité, etc., beaucoup de monde, etc., oui, beaucoup de stress, c'est tout à fait normal, c'est un exercice important, un exercice lourd, un exercice aussi où tu peux pas plaire à tout le monde. Hein, oublie pas, hein, tu vas faire des très heureux, puis tu vas faire des gens qui vont être très en colère, voire malheureux. Et écoute, moi, ce que j'aimais dans la journée du budget, je l'ai vécu tant à l'intérieur que de l'extérieur. Moi, c'est de voir toutes ces parties prenantes-là qui représentent la société civile, les acteurs du marché, la population, les médias. De voir tout ce beau monde-là au même endroit pour discuter du même sujet ou des mêmes sujets. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Hein, tu pouvais avoir des syndicats, puis tu avais le patronat. Tu pouvais avoir des groupes communautaires, puis tu pouvais avoir des multinationales. Il y avait beaucoup de lobbyistes aussi, hein, bien sûr, ce qui est tout à fait normal. On est dans une société démocratique. Les groupes, les différents groupes essayent de faire valoir leurs points auprès du gouvernement. C'est tout à fait légitime.
moi, je trouvais ça bien. Bon, maintenant, il faut essayer de le voir avec un œil politique pour que ça puisse vraiment être excitant. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui le voyaient plus d'un œil relations publiques. Il faut être là parce que tout le monde est là. Ouais. Bon, honnêtement, ça, c'est pas très intéressant parce que rendu là-bas, si tu veux juste être là, puis que tu connais personne, puis que les sujets ne sont pas d'intérêt pour toi, d'abord, les places sont limitées, donc c'est pas vrai que tout le monde rentre là. Et ensuite, honnêtement, ça, c'est sûr que on le voit bien, les gens qui sont là juste pour être là versus les gens qui sont là parce qu'il y a un intérêt là. Ouais. Donc, le budget, d'après moi, là, j'ai pas eu le temps de tout lire ça. Là. C'est sûr que c'est un... Puis je pense pas que je le ferai non plus. Mais pas quelque chose d'exceptionnel. C'est pas un budget qui va rentrer dans l'histoire. T'as pensé quoi du budget? Le grand highlight du budget, c'était la coupure des taxes. Est-ce que c'était nécessaire de le faire maintenant, à la première année de ce nouveau mandat? Est-ce que Legault aurait pu peut-être couvrir ce déficit des 4 milliards pendant les 2 premières années et donner les petits cadeaux les 2 dernières années? Quand même, il se tient à sa promesse de baisser les taxes. Peut-être pas la première année ou la deuxième, mais il le fait dans la 3e ou 4e année de son mandat. De toute façon, c'est un mandat majoritaire. Donc, on sait qu'il est là pendant 4 ans. Et en faisant ça, il y aurait peut-être moins de critiques du point de vue de responsabilité fiscale et de rigueur que je pense est beaucoup plus nécessaire maintenant. Dis-moi ce que tu penses. Écoute, d'abord, quand tu dis le highlight, tu as tout à fait raison. La baisse d'impôts, hein, tu parles de coupure de taxes, mais plus précisément... C'est ça, la baisse d'impôts. La baisse d'impôts. Il faut quand même dire une chose. En fait, 2 choses. La première, c'est que c'est très rare au Québec, des baisses d'impôts. Ça arrive, je ne dis pas que c'est jamais arrivé. En 2007, c'est arrivé. 2017, c'est arrivé. Une baisse d'impôts, quand même... Enfin, j'allais dire significative. Peut-être pas pour les gens ou toutes les personnes, mais on parle de 9,5 milliards sur 6 ans. Donc, c'est quand même pas rien. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent qui va en baisse d'impôts. Étant la juridiction en Amérique du Nord la plus taxée, la plus imposée, une baisse du fardeau fiscal généralement est une bonne nouvelle. Bon, maintenant, il faut remettre les choses, bien sûr, dans leur contexte. Alors, tu le dis très bien, on est en déficit actuellement. Il faut revenir à un équilibre budgétaire. De se priver de la possibilité de revenir à l'équilibre budgétaire peut-être plus tôt, admettons, aurait été une bonne chose. D'autant plus que plus on est endetté, plus on paye ce qu'on appelle service sur la dette, c'est-à-dire les intérêts sur la dette. Et donc, d'une certaine manière, on perd aussi de l'argent. Donc, moi, je pense très sincèrement que les baisses d'impôts, c'était une bonne idée, mais ça n'aurait pas dû être la première priorité. Je l'aurais mise en 2e priorité. Première priorité, c'est de revenir à l'équilibre budgétaire. Ouais. Mais ton point, George, est excellent. C'est-à-dire, mais oui, là, pourquoi pas avoir attendu peut-être, je sais pas moi, la fin du mandat pour commencer à remettre des bonbons? Parce que je pense que la politique a changé. Je sais pas si c'est positif ou négatif ce que je dis, mais je pense que la politique a changé. Rappelle-toi de Philippe Couillard qui a fait un travail exceptionnel. Et le Québec et les Québécois lui doivent beaucoup dans le retour à l'équilibre budgétaire. On avait des finances publiques qui étaient dans un état lamentable à cause notamment de 18 mois de PQ. Ça, c'est moi qui le dis. Les gens du PQ vont peut-être dire autre chose, mais... Et j'ai envie de te dire qu'il a fait ça, puis au moment où on commençait à avoir les leviers pour réinvestir, le gouvernement de Philippe Couillard a commencé à investir, mais trop tard. Les gens ont considéré qu'ils avaient eu trop mal pendant la période de rigueur budgétaire et qu'ils s'en sont souvenus. Alors, c'est peut-être quelque chose que François Legault essaye d'éviter. Mais est-ce que c'est considérable? Tu sais, les baisses d'impôts, j'ai vu une analyse, je ne me rappelle pas où c'est pas beaucoup. On parle de entre 5-6 $ à 10 $ par semaine. Est-ce que c'est assez considérable pour donner
à l'argument du premier ministre qu'on va stimuler l'économie? Est-ce que vraiment ce 6 à 10 $-là qu'on épargne à chaque semaine est assez pour vraiment stimuler l'économie? Bon, regarde, c'est une excellente question. Tu parlais d'à peu près 10 $ par semaine. Tu sais, 10 $ par semaine, si tu multiplies par 52, c'est 520 $ dans l'année. Il n'y a pas de quoi fouetter un achat, hein, je suis d'accord, là, ça sort personne de la pauvreté, ça, ni quoi que ce soit. Mais là, on parle d'une mesure qui est une réduction des impôts. C'est pas des chèques qu'on envoie. Exact. Là. Donc, réduction d'impôts, c'est sûr que... En fait, c'est sûr que les personnes qui font plus d'argent, si tu réduis un pourcentage de leurs impôts, fondamentalement, ils vont récupérer plus d'argent. Ou tout du moins, ils vont sauver plus d'argent que ceux qui en font moins. D'ailleurs, c'est l'argument de Québec solidaire, ça. Ben, exactement. Bon, alors maintenant, on peut rentrer dans un débat qui risquerait de durer des heures sur comment est-ce que ça devrait se faire, etc. Là, en l'occurrence, le débat qu'il y a eu beaucoup, c'était de savoir est-ce que les baisses d'impôts valent la peine ou est-ce que cet argent de 9 et quelques milliards de dollars sur 6 ans n'aurait pas mieux été investi dans des services actuels, existants, mais mal financés ou peu financés, ou carrément créer de nouveaux services. Mm-hmm. Bon, ça, tu sais, ensuite, c'est des choix de société, hein, tu sais, de comment on est. Il y a des personnes qui considèrent qu'au Québec, le filet social est déjà assez solide à comparer avec d'autres provinces et qu'on ne peut pas en rajouter plus. Il y en a d'autres qui te disent, ouais, mais au Québec, on a besoin de plus et que donc, il faudrait investir plus, tu sais. Bon, tu sais, c'est un débat philosophique, là, tu sais. Moi, j'ai mon avis, là, tu sais, mais... Il y a deux choses. Un, les baisses d'impôts, il va les prendre directement du Fonds des générations. Le Fonds des générations qui a été créé spécifiquement pour réduire la dette du Québec. Donc, il va piger là-dedans. Il va contribuer beaucoup moins à ce fonds de génération-là. Et, tu sais, le 9 milliards que tu parles dans 6 ans, moi, j'avais vu 1,7 milliard par année. Peut-être c'est la même chose. 1,7 milliard par année, juste pour revenir à ce que tu disais, ça peut contribuer grandement à d'autres services. Par exemple, le temps d'attente dans les garderies. Tu sais, tu peux très facilement créer des places en garderie. Tu peux créer des places en résidence pour personnes âgées. Tu sais, il y a un besoin criant pour ces choses-là. Je sais qu'il y a eu des mécontents de ce budget-là, surtout les maires de Montréal puis Québec concernant le logement social. Je sais que c'est dans leur plateforme à eux autres, puis qu'ils attendaient que le gouvernement fasse quelque chose pour les aider. C'est un manque assez évident de ne pas remettre de l'argent dans le logement social. Mais en même temps, puis je veux juste faire une petite parenthèse ici, quand on parle de logement social, moi, ce qui me frustre toujours, c'est sûr que les municipalités vont toujours cogner à la porte ils voudront toujours avoir de l'argent. Mais le gouvernement du Québec, là, il peut lancer le montant qu'il désire. Là, ils veulent des milliards. Bon, on va trouver des milliards pour le logement social. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que tu demandes toujours de l'argent quand tu sais que dans ta ville, dans ta municipalité, il y a des problèmes plus larges que juste de l'argent ou du financement pour le logement social. Tu sais que ça prend des années, par exemple, pour les permis, pour les syndicats de construction, la faisabilité sociale, l'acceptabilité sociale. Il y a plein de choses qui, les dernières années, ont fait tellement reculer les projets de développement de logements sociaux. Le problème, c'est pas que le gouvernement ne te donne pas de l'argent, à mon avis. Le problème, c'est que dans ta ville, tu as un autre problème que tu dois gérer avant. On a vu il y a quelques semaines, il y a un article qui est sorti sur le projet de logement que la mairesse de Montréal voulait faire dans l'ancien hippodrome de Montréal, où ils ont ouvert les offres d'appel, puis il y a eu zéro intérêt. Zéro! Il n'y a pas un développeur qui veut se mettre là-dedans parce qu'ils savent que c'est les maux de tête qui viennent avec tout ça. Donc,
je sais pas. T'sais, moi, j'ai entendu la mairesse se plaindre, mais en même temps, j'ai dit, regarde, même si t'avais de l'argent, là, c'est pas demain qu'on aurait eu nos logements sociaux ou logements abordables ou whatever. Écoute, c'est la raison pour laquelle je disais que c'est un débat qui est très philosophique, dans le sens que je crois que l'objectif du gouvernement Legault, c'était les baisses d'impôts, c'était une promesse électorale et il voulait la livrer et la livrer le plus vite possible. Et surtout que, je ne sais pas si tu as entendu quelques entrevues du ministre Girard, qui lui disait, le ministre des Finances, Girard, qui lui disait que ces baisses d'impôts, il veut les voir sur plusieurs années et non pas quelque chose qui se fait juste là maintenant, tout de suite, that's it. J'ai envie de te dire que j'ai pas l'impression que c'est un budget qui avait pour objectif de financer autre chose que les baisses d'impôts. D'ailleurs, tu sais, tantôt, tu te disais, c'est le highlight. C'est juste de ça dont les gens parlent. C'est juste de ça dont parlent les médias. Évidemment, il y a les sujets connexes parce que lorsque tu mets 9 et quelques milliards de dollars sur 6 ans en baisse d'impôts, eh bien, forcément, c'est d'autres choses que tu ne fais pas avec cet argent-là. Alors, oui, on va entendre des élus municipaux parler, on va entendre des groupes communautaires parler, on va entendre beaucoup de choses. Puis je vais te dire un truc, pas juste au niveau social, même au niveau économique, il y a des groupes économiques actuellement qui te disent qu'il y a des secteurs qui connaissent des difficultés, qui auraient voulu être aidés, mais que le budget ne prévoit rien là-dedans. Le troisième lien à Québec, là. Ah oui, il n'y a rien là-dessus. Hein? Il n'y a rien là-dessus. Et pourtant, ça a été un des éléments les plus... durant la campagne. Ben oui, écoute... Ouais. C'était central à sa campagne. Le ministre Bernard Drinville, qui est élu de Lévis, qui est député de Lévis, il a fait sa campagne là-dessus. Il a dit « Lâchez-moi avec les GES dans le tunnel, etc. etc. » C'est-à-dire qu'ils ont fait vivre cette idée-là. Et puis, c'est nulle part dans le budget. En fait, dans le PQI, ce qu'on appelle PQI, c'est le plan quinquennal d'infrastructure. L'infrastructure, oui. On voit qu'il y a des études. Je pense que, je ne sais plus, là, je pense qu'il parle d'un 20 millions en études ou je ne sais pas quoi. Mais honnêtement, là, des études sur le troisième lien, il y en a eu. Il y en a-tu eu? Écoute, moi, je travaillais à Québec. Écoute, je me souviens, en 2014, je retournais à Québec, puis on en parlait déjà. Puis à l'époque, je me souviens d'un 4 millions. Si ma mémoire est bonne, c'est un 4 millions pour des études. Là, puis, non, mais aujourd'hui, honnêtement, on peut se poser très sincèrement la question, est-ce que ce projet va voir le jour? Fait qu'en tout cas, donc c'est pour ça que je te dis que le focus a été sur les baisses d'impôts. Ils ont livré les baisses d'impôts. Puis, il y a quand même beaucoup de gens de la population qui sont contents. C'est ça que j'ai remarqué aussi, mais je veux revenir à ce que tu disais que le ministre Girard a dit que c'est quelque chose, les baisses d'impôts, qui ne seront pas juste exclusivement pour une année fiscale, mais c'est quelque chose qui va endurer pendant plus longtemps que ça. C'est difficile à croire comment tu peux ne pas affecter tes services en ayant constamment des baisses d'impôts. Comment tu fais pour financer? Tu comprends? Donc, moi, c'est difficile à croire. On va voir c'est quoi que ça va donner les prochaines années. Mais c'est difficile de croire que tu vas pouvoir financer tes services publics tout en continuellement baissant tes impôts. Ben, alors, c'est sûr que lui, il annonce dans ce budget-là, 23-24, mais il l'annonce pour les 6 prochaines années. Donc, ça veut dire que c'est, entre guillemets, budgété. J'aime pas ce mot, mais budgété, donc prévu, si tu veux, sur les 6 prochaines années. C'est sûr que si chaque année, il annonce de nouvelles baisses avec de nouveaux crédits, c'est-à-dire de nouveaux sous en moins, etc., je pense pas que ce soit véritablement possible, pour être bien honnête. Ouais. Je pense pas qu'on soit dans une situation où on pourrait se permettre ça. Et je ne pense pas que ce soit la volonté non plus du gouvernement. Cela dit, ben, c'est sûr,
Ensuite, c'est un choix de société. Hein. On veut plus de services, il faut qu'on soit plus imposé. Et plus imposé, ça veut dire que ton pouvoir d'achat, c'est-à-dire ton disposable income, là, ton revenu disponible est plus bas. Mhm. Et donc, ton pouvoir d'achat est affecté. Ouais. Donc, tu sais, alors rajoute à ça des phénomènes comme l'inflation qu'on a connue dans la dernière année, etc. Et tout d'un coup, ça commence à devenir très, très compliqué pour un certain nombre de familles, etc. Alors, je te dirais que de ta question, j'irai sur un sujet connexe qui est celui de si le Québec se prive, c'est-à-dire si le gouvernement du Québec, pour être plus précis, si le gouvernement du Québec se prive de 9 points et quelques milliards de dollars sur 6 ans, sa marge de négociation avec le gouvernement fédéral sur des transferts, divers transferts touchant divers domaines, etc., pourrait être affectée parce que on se poserait la question, je veux dire, si le Québec a fait ça, c'est peut-être qu'il sent pas que c'est tant une priorité, tel ou tel sujet, la santé ou autre. Donc c'est ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui l'ont dit. Ils ont dit, regarde, la marge de négociation en santé avec le gouvernement fédéral était plus réduite pour la simple raison que les baisses d'impôts étaient déjà promises. Bon, je pense pas que ce soit nécessairement l'argument, mais that's the picture, comme on dit. Alright, guys, on peut avoir ces discussions-là pendant très longtemps. Il va falloir éventuellement terminer l'épisode. Un gros merci encore une fois de nous suivre. Merci pour vos commentaires. On reçoit ça, on les lit. Continuez à nous envoyer ça. Allez sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Ça va nous aider à grandir cette communauté-là. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes audio. Merci encore une fois à tous. Est-ce qu'il y avait autre chose, Salim? Non, mais à la semaine prochaine. Super. On vous voit au prochain épisode. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao.